Je vais demander à Jérôme de passer à la diapositive suivante. J'avais intitulé ça Apprendre avec pédagogie coopérative. Pour ceux qui nous suivent en ligne, je vais me représenter rapidement, puis rappeler d'où je parle. Quelques dilemmes du métier d'enseignant qui m'ont amené à ces réflexions. On définira le mot coopération, de quoi parlons-nous, parce qu'on verra qu'avec l'intervention d'Isabelle ce matin, on ne met pas les mêmes mots, les mêmes notions derrière les mêmes mots. Donc c'est important lorsque vous lirez, suivant les sources que vous lirez, les auteurs n'y mettent pas les mêmes significations. Donc là aussi, il faut savoir d'où on parle. Et on verra des raisons pour que ça ne fonctionne pas, le travail coopératif. Et ensuite, des points de vigilance et des leviers pour que ça fonctionne. Et puis on se donnera un temps d'échange. Donc, les diapositives suivantes. D'où est-ce que je parle? Donc je m'appelle Cyril Lascassis, j'enseigne les mathématiques en collège et en lycée sur Tarbes, dans le sud-ouest de la France. J'ai enseigné la technologie pendant 16 ans auparavant. J'ai enseigné avec des élèves à besoins particuliers, comme par exemple des malentendants, avec une interprète qui traduisait ce que je disais. J'ai enseigné également en SECPA, section d'enseignement général et professionnel adapté, etc. J'ai eu pas mal d'opportunités qui ont nourri ma réflexion. Je suis également, je partage ces expériences en formation, donc formation initiale ou formation continue, dans le premier degré ou dans le second degré, sur tout ce qui est commun à notre métier. Il y a un référentiel du métier d'enseignant depuis 2013, donc on a un tronc commun, quel que soit le contexte dans lequel on travaille. J'ai osé donc les pédagogies coopératives, c'est l'animation suivante, voilà. Donc un petit clin d'œil, j'ai amené le livre. Hop, et peut-être à la caméra si tu veux, comme à la météo. Donc oser les pédagogies coopératives, Guillaume Caron, Laurent Fillon, Céline et Yasmine qui sont à Calais, dans le nord de la France. Plus au nord, ça s'appelle l'Angleterre. Donc, comme eux, on essaie de mettre en place des choses en classe pour répondre à des difficultés comme l'hétérogénéité des élèves, comme l'ambiance dans la classe. Eux sont en REP+, j'en parlerai un petit peu plus tard, et on y reviendra sans doute d'eux-mêmes. Eux l'ont vraiment testé en équipe, moi je n'ai pas eu cette chance et je me retrouve souvent seul à travailler de cette façon-là dans les établissements où je passe. Et enfin on s'appuie sur les travaux de Sylvain Connac qui est venu présenter l'année dernière, qui est intervenu pour MLF. Donc nous avons la chance d'être accompagnés par ces travaux de recherche et qui nourrit notre réflexion au fur et à mesure. Donc je remercie Sylvain publiquement puisque c'est grâce à lui que je suis ici en particulier aujourd'hui. Et alors il n'y a pas que les travaux de recherche de Sylvain sur lesquels je m'appuie, il y a tout un tas de livres que j'ai lus puisque les difficultés que j'ai rencontrées, d'autres les ont rencontrées avant moi. Et donc je m'appuie sur des expériences de pairs. Alors j'ai pris en photo quelques livres de ma bibliothèque. Je fais par exemple, j'ai rejoint les cahiers pédagogiques, je fais partie des militants des cahiers pédagogiques, c'est là que j'ai rencontré aussi Jérôme et je vais finir avec les remerciements. C'est lui aussi qui m'a proposé d'être là parmi vous pendant 2 jours et demi. J'arrêterai avec les remerciements même s'il y a beaucoup de gens qui ont compté dans toute cette réflexion ces 17 dernières années. Donc je vous laisserai le diaporama, ça vous permettra d'avoir une ressource qui peut nourrir un petit peu la réflexion. Donc j'essaierai, je ne suis pas chercheur, tout ce que je vais dire s'appuie sur des travaux de recherche que j'ai lus, que j'ai interprétés, que j'ai essayé d'appliquer en classe. J'emploierai le conditionnel le plus souvent possible parce que entre l'écart entre ce que j'en ai compris et ce que les experts ont dit, il y aura forcément un petit écart, mais également parce qu'en sciences humaines, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire les choses de façon certaine. Dans la recherche en sciences humaines, il y a tellement de paramètres et de facteurs qui rentrent en jeu pour en isoler un. Est-ce que c'est la pédagogie coopérative qui va faire effet ou est-ce que c'est l'enthousiasme de l'enseignant sur quelque chose de nouveau? Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que c'est, à mon avis, un peu compliqué de dire les choses de façon certaine. Donc, le propos suivant, j'ai essayé de lister quelques difficultés que j'ai rencontrées en tant qu'enseignant. Alors d'abord, on m'a dit que j'étais payé pour instruire, pas forcément pour éduquer. On voit qu'il peut y avoir des tensions très fortes. On parlait des communautés et de Twitter ce matin, où il y a
carrément des enseignants qui ne sont pas d'accord là-dessus, ou ces conflits d'idées débouchent sur des conflits de personnes. Donc réfléchir à la part que je dois laisser à la discipline que j'enseigne, par exemple aux mathématiques, mais aussi aux compétences sociales. Il y a des dilemmes par rapport, donc, par exemple, les règles. Est-ce que je vais les imposer pour avoir un cadre qui permette à chacun d'apprendre, mais auquel cas je risque d'éduquer des moutons, parce que soit ils suivent la règle, soit ils finissent par être exclus parce qu'ils ne rentrent pas dans le moule, ou alors est-ce que je construis les règles avec eux? Mais si je les construis avec eux, quand c'est que je fais ça, ça demande du temps, quand c'est que je vais pouvoir terminer mon programme, j'ai un programme à finir. Isabelle disait aussi ce matin, qu'est-ce qu'on peut faire des élèves après une évaluation? Si l'évaluation est réussie pour certains, qu'est-ce que j'en fais? Si elle est loupée pour d'autres, est-ce que je reviens renforcer cette notion ou est-ce que je passe au chapitre suivant? Est-ce que je vais évaluer tout le monde en même temps? Est-ce que je les évalue de la même façon? Est-ce que si j'évalue quelqu'un à l'oral, ça a le même poids que si je l'évalue? Est-ce que je leur laisse du temps pour travailler ensemble ou du temps pour travailler seul? À quel rythme? Est-ce qu'on est tout le temps en train de travailler ensemble ou est-ce qu'il faut aussi des moments pour travailler seul? Bref, tout un tas de questions qui ont nourri ma réflexion et pour lesquelles il me semble une réponse. Il n'y a pas une réponse. Freud disait, c'est la diapo suivante, que ce métier est impossible. Il fait partie des métiers impossibles. Et donc, toute réponse, dès qu'on allez, cette méthode, elle va fonctionner, je me pose des questions. Je me pose des questions parce que on est dans un métier très complexe dans lequel toute réponse simple me paraît complètement illusoire. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus complexe. On a parlé de François Tadei un petit peu ce matin, on peut parler aussi de Sir Ken Robinson dont la vidéo TEDx a énormément nourri ma réflexion. Et donc, dans ce monde complexe, on va avoir des enseignants qu'on recrute à Bac+5 parce qu'ils vont devoir justement réguler, faire des choix entre ce qu'ils avaient prévu et ce qui se passe. Il y a une interaction, on est sur de l'humain. On avait prévu ça, ça se passe pas comme j'avais prévu. Qu'est-ce que je change? Et c'est pas une recette que je vais appliquer de la même façon. Et quelque chose qui a peut-être fonctionné avec une classe le jeudi matin ne fonctionnera peut-être pas avec la même classe le vendredi après-midi ou avec une même classe le jeudi matin également. Donc, comment on va faire? Donc, point suivant, s'il te plaît. Je vais m'appuyer également sur les travaux de Dominique Bucheton, qui est chercheur à Montpellier, et qui parle des postures, c'est-à-dire, on en reparlera demain, la façon dont les élèves s'engagent dans une tâche. Ceux qui rentrent dans la tâche, ceux qui évitent d'y rentrer, etc. J'en parlerai un peu plus demain. Et également la façon dont les enseignants conduisent leur classe. Et donc, on va voir qu'il y a un lien entre ces postures. Lorsque l'enseignant va être dans une posture de contrôle, il va y avoir de la tension dans la classe. Et les élèves vont être plutôt dans une posture où ils vont faire, mais ils ne vont pas forcément réfléchir à pourquoi ils le font. Alors que quand l'enseignant ose lâcher prise, tourner le dos, les élèves ont davantage d'autonomie et on va s'apercevoir qu'ils vont développer ce qu'elle appelle une posture seconde, c'est-à-dire qu'ils font et ils savent pourquoi ils le font. Donc c'est pas que de la responsabilité des élèves si ça fonctionne pas, ou de leurs parents, mais c'est pas non plus que de la responsabilité des enseignants. Donc il faut déculpabiliser les enseignants. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que si j'accepte ma part de responsabilité, j'ai une part dans le fait que ça fonctionne pas avec une de mes classes en ce moment, mais ça me donne plein de leviers pour chercher à agir. Pour me dire, allez, pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'essaye de l'analyser, c'est là que les travaux de recherche vont nous servir. Donc, c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir passer à la suite, vas-y. Ouais, j'avais pas prévu d'être loin du clavier, en fait. Allez. Alors, je vais vous proposer, comme ce matin, pour créer de l'interaction, qu'on revienne, c'est Isabelle aussi, je crois, ce matin, qui parlait d'une culture commune. Et derrière le mot collaboration et coopération, il ne mettait pas la même chose que moi. Donc je vais vous proposer un petit échange entre nous avec l'outil Plickers qu'on a utilisé ce matin. 5 questions. Donc tu peux aller sur le site pour l'avoir en lien, s'il te plaît. Donc je ne réexplique pas comment on l'utilise. Vous êtes entraînés. La première question, le travail en groupe. Donc on est sur la notion de travail en groupe. Est-ce que pour vous, ça sert principalement à... Question A, à motiver les élèves. Question B, à mettre la pagaille dans la tête des élèves. Réponse C, développer l'empathie. Ou réponse D,
faire chercher les élèves et arriver à un compromis. Donc dans le travail de groupe, quel est l'objectif principal selon vous? A, B, C ou D, à vous de choisir. Donc pareil, dès que vous voyez votre numéro apparaître, vous pouvez baisser. Chez vous, je vous invite également à réfléchir à cette question. C'est bon. Ouais, on gère la technique. Hein. Il va y avoir les aléas du direct, comme disait Léon Zitron, mais ça date maintenant. C'est bon, je n'ai que 20 personnes. Alors, je vous rassure, ce n'est pas noté. Ouais, même si tout le monde n'a pas participé, ou presque, c'est bon. Hop, donc. Alors, selon vous, 22 personnes ont répondu que ça sert à faire chercher les élèves. 4 personnes disent que ça sert à les motiver. Et moi, je vous donnerai une autre réponse qui est complètement différente de celle-là juste après. Question suivante. Si un élève... Alors, ça ne veut pas dire du coup que la majorité a raison. On va voir quelle était la bonne réponse juste après. Pour moi, ça ne doit pas servir... Enfin, pour moi. Selon des travaux de recherche de Sylvain Connac, par exemple, ça ne doit pas servir à ça, le travail en groupe, et je vais y venir. Si un élève qui a réussi un exercice vient apporter ses connaissances à un camarade qui rencontre des difficultés, est-ce que ça c'est pour vous une situation d'aide, réponse A, une situation d'entraide, réponse B, de tutorat, réponse C, ou réponse D, je n'en sais rien. Ça vous évitera de répondre au hasard. Donc si un élève apporte son aide à quelqu'un qui en a besoin, alors peut-être vous êtes un peu loin, j'arrive pas à voir ceux du fond, ça y est. J'avais testé jusqu'à 10 mètres, mais... Ouais. Alors si vous mettez légèrement le doigt ou votre ongle devant le dessin, en fait, ça ne va pas le prendre. Donc, si j'affiche les réponses, voilà ce que vous avez répondu. 4 réponses ont dit que c'était de l'aide, 9 ont dit que c'était de l'entraide, 12 ont dit que c'était du tutorat et 1 dit qu'il ne sait pas. Moi, j'aurais dit que c'est de l'aide. Et je vais expliquer pourquoi après. Selon moi, le tuteur est principalement, réponse A, une personne experte dans le domaine qu'on est en train d'étudier, par exemple le théorème de Pythagore. Excusez-moi de prendre des exemples en mathématiques, hein, vous ferez le lien avec je sais pas moi, les accords du participe passé avec l'auxiliaire être. Réponse B, un élève qui n'a pas nécessairement la bonne réponse, mais qui a appris à aider. Réponse C, un dispositif hors de la classe pour venir en aide aux élèves volontaires. Ou réponse D, je n'en sais rien. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un tuteur ou le tutorat? On va voir ceux qui ont lu Sylvain Connac. Alors c'est amusant parce qu'on a fait avec Sylvain Connac, on co-intervient à Toulouse dans une formation de formateurs sur la coopération. Et donc des collègues formateurs avaient bien lu Sylvain Connac et en fait on n'était pas du tout d'accord sur l'interprétation de ce qu'on avait lu. Donc il y a un écart entre l'apprentissage, ses connaissances et les savoirs experts. Ça va être une succession d'approximations. Donc voilà ce que vous avez répondu, on voit que tout le monde n'est pas d'accord et on va se demander après qui c'est qui a raison. Tiens, moi j'aurais répondu plutôt ça et on va voir pourquoi. Donc ça serait peut-être un élève qui n'a pas la réponse sur le théorème de Thalès, mais par contre il a appris à aider. Et je vais vous expliquer après pourquoi il peut être tuteur dans la classe. Quelle est la principale différence entre la coopération et l'entraide selon vous? Réponse A, ce sont des synonymes. Réponse B, la coopération est une forme particulière d'entraide. Réponse C, l'entraide est une forme particulière de coopération. Ou réponse D, c'est à deux, l'entraide c'est à deux alors que la coopération se fait à plusieurs. Merci. Ah, il y en a qui l'ont pas. Ouais, je peux.
On peut scanner après aussi, ça marche. Bon, l'idée, c'était pas forcément d'avoir tout le monde, c'était de créer un peu d'interaction, mais surtout partir de vos représentations initiales. Voilà ce que vous proposez, voilà ce que je propose. L'entraide est une forme particulière de coopération. Et la dernière question, entre le travail de groupe et le travail en équipe. Est-ce que vous les distinguez? Réponse A, les équipes sont en compétition, pas les groupes. Réponse B, en groupe, on réalise un projet, en équipe, on cherche plutôt une performance. Réponse C, le travail en équipe comporte des fonctions, des rôles. Ou réponse D, en groupe, on cherche des désaccords, en équipe, on essaye de se mettre d'accord. Et du coup, il n'y a pas je ne sais pas. Donc, il est possible de ne pas répondre ou de répondre au hasard, comme vous voulez. Vous avez une chance sur 4. Probabilité. Merci. Si on n'a pas tout le monde, c'est pas complètement grave. Je voudrais. Ouais, si on décale légèrement, en fait, la carte est tordue. Voilà, et là, ça fonctionne. Merci. Voilà ce que vous avez répondu. Et voilà ce que je vais vous proposer. Et donc, c'est ce que je vous propose de définir en revenant sur le diaporama. Merci. C'est comment se mettre d'accord sur ces termes-là. Qu'est-ce que ça cache derrière? On voit qu'on n'y met pas tous la même chose. Et effectivement, si on veut travailler ensemble ou si on veut aller chercher des informations dans les livres que je vous ai proposés tout à l'heure, il faut comprendre ce qui se cache derrière. Donc, dans la terminologie utilisée plutôt en Europe sur ces termes-là, par des chercheurs comme Sylvain Connac, merci. Hop, Shift, voilà, et passe à la diapo suivante. Donc la question qui tue, c'est qui a raison. Hein. Donc qui a raison, je vais donner la parole à la recherche pour savoir d'où il parle. Donc la première chose, c'est qu'on va séparer d'un côté ce qui a été formalisé par l'enseignant et de l'autre ce qui se fait à l'initiative des élèves. Donc Jérôme, vas-y. Voilà, situation formelle, appui, ou à l'initiative des élèves. Et maintenant, on va séparer entre le fait qu'il peut y avoir une asymétrie ou une dissymétrie. Une symétrie, pardon, ou une asymétrie. C'est-à-dire, asymétrique, il y a quelqu'un qui va en savoir plus qu'une autre personne. Un va en savoir plus que l'autre. Alors que symétrique, ben, il y en a, les deux arrivent face au problème et puis c'est nouveau. Donc, à partir de là, on va pouvoir placer les différents mots que l'on a vus tout à l'heure. Alors, le premier, on va chercher par exemple une relation qui serait symétrique. Il n'y en a pas un qui en sait plus que l'autre. Et c'est à l'initiative des élèves. Selon vous, est-ce que c'est du travail de groupe, du travail en équipe, de l'aide, de l'entraide? On y mettrait quoi? Entraide? Ouais, on y va pour entraide. Ah ben vas-y. Alors appuie. L'entraide va être à l'initiative des élèves. Alors quand c'est qu'on va la trouver? On va les trouver au moment de faire des exercices. L'enseignant vient de faire une leçon, on va se mettre à faire un exercice, c'est nouveau, c'est plus rassurant de se mettre à plusieurs. Il faudra veiller à un écueil, c'est qu'il va falloir être capable de refaire tout seul. Si un élève se met avec l'autre pour faire semblant de travailler ou croire que parce que l'autre a trouvé la réponse, il saura refaire, il y a de fortes chances qu'il loupe l'évaluation. Donc il devra savoir refaire tout seul. Une autre forme, ça va être l'aide. Vas-y, Jérôme. Donc l'aide, il y en a un qui sait et l'autre ne sait pas encore. Donc c'est à l'initiative souvent des élèves. Ça a un gros avantage, c'est que ça débloque l'élève. Et quand on va demander à l'élève pourquoi tu n'as pas demandé au professeur, Sylvain Connac dit que les élèves répondent souvent deux choses. La première, c'est l'enseignant va redire les choses de la même façon et à la troisième fois, je ne vais pas mieux comprendre qu'à la deuxième ou même à la 10e. Et l'autre chose, c'est que des fois, l'enseignant risque de me répondre « t'avais qu'à écouter ». Je l'ai déjà dit. Et donc, ça fait que les élèves sont bloqués à attendre que la tâche se déroule et eux ne peuvent pas se mettre en activité. Et 7 fois sur 10, alors là, c'est pas de la recherche, c'est une observation que je dirais, mais Sylvain Connac à la louche, voilà. Sylvain Connac le dit souvent et André Tricot, dont je parlerai aussi. Le plus souvent, c'est un problème de compréhension de la consigne. Donc au moins, ça permet de débloquer. L'inconvénient de l'aide, c'est qu'il va se jouer plein de choses. L'élève qui va vous donner la réponse. En fait, il est en empathie avec vous, il veut vous donner la réponse.
où il veut se débarrasser du fait qu'il veut pouvoir continuer sa tâche et vous l'empêchez de continuer. Donc il va vous donner la réponse et vous, en fait, vous n'apprenez pas s'il vous donne directement la réponse. Il va y avoir aussi des formes de pouvoir. L'élève qui va jouer au petit chef parce que ben, moi je sais, toi tu sais pas encore, maîtresse m'a dit de venir t'aider, donc tu fais comme ci, comme ça, fais ceci, fais cela, comme ceci, comme cela, il y a une espèce de lutte qui va se jouer. Ou même des élèves finissent par dire mais moi je veux plus qu'elle vienne m'aider parce qu'elle me dit toujours ce que je dois faire, j'ai pas le droit de me tromper, elle se moque de moi, etc. D'autres choses qui vont se passer aussi, c'est que spontanément, parce que vous avez de l'empathie, vous dites allez tiens, je vois que Brian est bloqué et j'envoie Chloé aider Brian. Je prends comme exemple un prénom de fille qui en France au niveau scolaire s'en sortent mieux que les garçons. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Brian il avait rien demandé et en croyant l'aider, en fait on est en train de le stigmatiser en lui disant toi t'es nul donc t'as besoin d'aide. Donc ça va jouer dans l'estime de l'enfant qui va se dire moi on m'aide parce que je suis nul, alors que j'avais rien demandé. Donc pour éviter tous ces écueils, il va falloir apprendre aux élèves à aider. Et c'est ça qu'on va appeler le tutorat. Il y a une dissymétrie, il y en a un qui va être un peu plus expert que l'autre, mais il ne va pas forcément être expert sur le domaine qu'on est en train de travailler. Il ne sait peut-être pas résoudre un problème avec le théorème de Pythagore. Par contre, il est expert dans l'aide. Alors comment on peut aider alors qu'on ne sait pas résoudre le problème de Pythagore? Eh bien, tout simplement en posant des questions du type de quelle leçon sommes-nous en train de parler? Où est-ce qu'il y a la connaissance que le professeur nous a expliquée? À quel endroit du cahier on pourrait la trouver? Quelle était la consigne? Est-ce qu'il n'y aurait pas un exercice corrigé dans le livre qui ressemble, ou dans notre cahier, qui ressemble à celui qu'on est en train de faire, qui nous permettrait d'avancer? Et donc on va se poser ce type de questions, et peut-être que s'il y en a un qui ne sait pas, si les deux ne savent pas, le tuteur, ils vont pouvoir passer dans une situation d'entraide. Il a été débloqué son camarade est prêt à rentrer dans l'activité, puis maintenant ils vont peut-être se mettre en entraide pour terminer l'activité. Donc souvent les situations du tutorat sont assez courtes, puisqu'on va juste poser des questions. Il va falloir que le tuteur ait des questions précises, sinon il revient plus tard. Ce qui est important dans le tutorat, c'est qu'il y ait de la réciprocité, c'est-à-dire que tout le monde dans la classe doit pouvoir être tuteur, que ce ne soit pas les bons élèves uniquement, et toujours les mêmes qui sont aidés, pour éviter la stigmatisation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc c'est pour ça qu'en posant ce type de questions, c'est à la portée de pratiquement tous les élèves de la classe, à condition d'avoir construit un climat de confiance entre eux. D'où les jeux coopératifs dont on a parlé ce matin. Et enfin, le travail en groupe et le travail en équipe. Deux choses différentes. Le travail en groupe tel qu'on l'entend, et il y a un malentendu en France là-dessus, on a tendance à vouloir mettre les élèves en groupe pour qu'ils finissent par trouver la réponse par eux-mêmes. C'est une incompréhension du socio-constructivisme, qui va être d'ailleurs critiqué par certains, ils ont raison. Il faut qu'on assume à un moment donné le fait que c'est nous les experts. Alors ça a été un inconvénient avec la démarche d'investigation dont j'ai été porteur pendant des années. La démarche d'investigation, nous dit les travaux d'André Tricot, qui est chercheur à Toulouse, et dont je vais reparler après, nous dit que c'est très bien pour apprendre à mener une investigation. Pas forcément la solution la plus efficace pour chercher la connaissance qui était, dont on avait besoin pour cette investigation. Et donc le travail en groupe, il va être très court et il est là juste pour mettre la pagaille dans la tête des élèves. On va d'abord les laisser chercher seuls, 1 minute ou 2, c'est assez rapide, pour que chacun puisse rentrer dans l'activité à son rythme et ne soit pas influencé par les idées des autres. Et puis on va les regrouper de façon aléatoire. Donc on a expliqué la raison, hein, les groupes aléatoires, ça évitera l'écueil du maîtresse ne m'a pas mis avec mon copain, donc moi je ne fais pas l'activité. Ou moi personne ne m'a choisi dans son groupe, donc je me retrouve dans le groupe que personne ne veut. Alors que le hasard, personne ne l'en veut, hein, ça va changer à chaque fois et ça ne durera pas très longtemps. Donc dans ce travail de groupe, l'idée c'est ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. On s'aperçoit que tout le monde ne pense pas comme nous. Et ça va servir à quoi ça? Lorsqu'ils vont me faire un petit compte rendu rapide, hein, je vais vous montrer une vidéo après en une petite minute, maxi par groupe, je vais rajouter de la pagaille à la pagaille.
Parce que l'objectif, c'est je réalise que les autres pensent pas comme moi, et je finis par douter de ce que je pense. Mais mince, c'est à ça que j'ai joué avec Plickers, là. J'ai fini par vous faire douter, mon but c'était de vous faire douter ce que vous pensiez, que vous réalisiez que vous ne pensez pas comme vous. Et que vous finiez par se dire, mais alors c'est quoi? Pourquoi? Parce que ce soir, vous allez dormir et vous allez oublier ce qu'on a dit. Et votre cerveau ne va retenir que les informations qui ont répondu à des questions que vous vous êtes posées. Et donc, c'est créer le besoin de la leçon ou de l'apport théorique qu'il va y avoir derrière. Ça, travail en groupe. Ça doit être rapide pour ensuite pouvoir créer le besoin de la leçon. Et la leçon, vous pourrez la faire de façon différenciée. Soit comme je suis en train de faire là, de façon plus magistrale. Donc le cours magistral n'a pas disparu des classes coopératives. Soit on va dire à l'élève, eh bien, allez voir dans la synthèse que je vous ai donnée ou celle du livre, et on en rediscutera après. J'assurerai mon rôle d'expert après, à partir de ce que eux ont compris, ou je peux leur dire, bah, allez voir une vidéo ce soir chez vous, une capsule vidéo, un collègue explique comment c'est fait, puis on en reparle le lendemain, ce qu'on va appeler les classes inversées. Mais ce qui va être important là aussi dans les classes inversées, c'est que je dois assumer à un moment donné le rôle que l'expert c'est moi. Et donc je vais devoir vérifier ce que eux ont compris. Ou les classes mutuelles, puisque on a l'expert qui nous suit en ce moment sur Internet, où on va avoir plusieurs tableaux dans la salle, des élèves qui vont s'emparer du travail en groupe. Et là aussi, il va falloir à un moment donné que l'enseignant s'assure que l'apprentissage se passe bien. Donc le rôle de l'expert de l'enseignant, il faut l'assumer quand même. Donc le travail en groupe, c'est ça. Et le travail en équipe, selon les concepts donc, utilisés dans les livres de Sylvain Connac, on va avoir dans le travail en équipe plutôt ce qu'on va appeler ici la collaboration. C'est-à-dire le travail en projet. On a tous une tâche à faire, une tour en chamallow, en spaghetti, là, et puis on peut se répartir le travail. Celui qui va couper le scotch, celui qui va couper la ficelle, celui qui va concevoir, celui qui va assembler, celui qui va faire la restitution à l'oral dans le groupe, etc. Donc on peut se répartir le travail dans un but commun. Quand on construit une maison, on voit bien aussi qu'il y a l'électricien, le charpentier, le maçon, etc. Et donc le travail en équipe, on va être sur de la démarche de projet. C'était pas le but aujourd'hui, mais rapidement, là aussi, Philippe Mérieux nous dit attention au danger de la démarche de projet. Oui, c'est très intéressant la démarche de projet. Ça motive les élèves, ça donne du sens. Simplement, si c'est le meilleur élève, on va avoir du théâtre ce soir, si c'est le meilleur élève à l'oral qui joue le premier rôle, pourquoi ne donnerions-nous pas le premier rôle au bègue? C'est peut-être lui qui en a le plus besoin. Et donc voilà ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention dans le travail d'équipe. Oui, vas-y. Vas-y. L'entraide et l'aide, c'est plutôt axé sur des contenus, alors que sur la droite, le travail en groupe tutorat, c'est plus axé sur des compétences. Tu parlais du tutorat, donc aider les élèves, c'est plutôt sur la méthodologie. Et il me semble que dans les classes, c'est plutôt, enfin les enseignants, la tendance, c'est plutôt, on est souvent sur le contenu, donc à construire l'entraide et l'aide plutôt que le travail en groupe et le tutorat. Alors, les deux vont être sur les notions du contenu. Simplement, celle de droite va nécessiter de développer des compétences. Et c'est là que l'intervention de l'enseignant va faire qu'on va apprendre à travailler en groupe, on va apprendre à aider, et on va développer en plus des compétences sociales. Donc en fait, les élèves derrière, ils sont pas forcément meilleurs que des élèves d'une classe qui n'utiliseraient pas des pédagogies coopératives sur les notions disciplinaires. Par contre, ils vont avoir développé d'autres compétences. Effectivement. Mais là, l'idée, c'était vraiment, c'est à l'initiative des élèves, alors que là, ça a été structuré, on a appris à travailler en groupe, on a appris à travailler en équipe, on a appris à travailler, à aider le tutorat. Et sur la constitution des équipes, cette fois pour un travail en équipe, comme ça va durer plus longtemps, je vous inviterai à aller voir ce qu'on appelle un sociogramme. Je n'en dis pas plus, je dis juste que ça existe, c'était pas le propos aujourd'hui, mais on peut construire les équipes d'une façon différente parce que sur la durée, le hasard va être plus délicat. Merci. Donc, hop, allez encore une fois. Et donc c'est l'ensemble de tout ça qu'on va appeler la coopération. Et donc la coopération, c'est l'ensemble des dispositifs dans lesquels des élèves se réunissent pour faire
pour résoudre un problème, par exemple. Merci d'appuyer là aussi. Voilà, c'est l'ensemble des situations où des personnes produisent ou apprennent à plusieurs. C'est ça que nous appelons coopération, au moins en Europe. Ah, il y a eu un retour, c'est ça? Je m'approche trop? C'est bon? Donc maintenant qu'on est d'accord sur les concepts, on va essayer d'aller voir les raisons pour lesquelles au début ça fonctionne pas, puisqu'il va falloir apprendre et que l'apprentissage c'est quelque chose d'un petit peu long. Il faut parfois 6 mois avant que les élèves arrivent à travailler en équipe sans que j'ai à intervenir. Merci Jérôme. Ouais. Vous aurez des détails sur les fiches, sur les cahiers pédagogiques. On avait co-animé une formation avec Sylvain Connac, Pierre Ciotat et Cécile. Lors des rencontres des cahiers pédagogiques il y a 2 ans, il y a toutes les fiches qui détaillent et qui vous apportent des éléments supplémentaires. Elles ont été photocopiées, on les distribuera demain. Voilà, merci. Donc, à partir de maintenant, je vais vous montrer un petit peu en classe. Lorsqu'on conçoit une formation avec les enseignants, il va falloir penser à amener du réel en classe. Alors, comment amener du réel en classe? L'idée, c'est d'aller carrément dans la classe. Il y a Luc Ria, qui est formateur à l'IFE, l'Institut français de l'éducation, qui a fait le site Néopass Action, la plateforme Néopass Action, où ils ont été filmés des néo-titulaires, donc enseignants stagiaires premier, second degré. Ils analysent avec eux, après, en retour, des vidéos filmées en classe. Donc là aussi, il y a une technique pour analyser sans juger. Donc ça, c'est une technique, mais qui est coûteuse, puisqu'il faut à chaque fois pouvoir se déplacer, filmer. Une autre façon d'amener le réel en formation, c'est des vidéos. Alors dans les vidéos, si on fait des montages, il y a des choix. Forcément, on voit pas le contexte dans lequel, et puis il y a une histoire, il y a un vécu, on voit pas le contexte dans lequel ça s'est fait. Donc là, vous allez voir des vidéos au mois de janvier avec des classes qui ont appris à coopérer en début d'année. Donc les vidéos sont arrivées au moment où ça a fonctionné. J'aurais préféré que ça soit filmé plus tôt et qu'on puisse voir l'écart, mais là aussi, c'est des raisons pour des moyens. Et l'autre moyen d'amener le réel en formation, c'est de vous faire vivre des situations. Donc ce matin et demain, l'idée, et vendredi, c'est que je puisse vous faire vivre des dispositifs que vous pourrez vous aussi réutiliser, soit avec vos enseignants ou qu'eux pourront réutiliser en classe. Donc à partir de là, il y a des vidéos qui resteront cachées. Donc il y a un parcours magistère, on parlait de canopée tout à l'heure. Il y a un parcours magistère sur lequel vous avez accès, vous pouvez vous inscrire sur la coopération dans lequel vous pourrez voir ces vidéos. Alors je te propose de me mettre à l'ordinateur peut-être. Ouais. Donc on va essayer d'aller voir ces différents concepts au travers d'exemples. Cette fois-ci, rentrer dans la classe de Cyril, une classe de 4e dans un collège à Tarbes. Il va s'agir de montrer une organisation sous forme de tutorat. Les élèves travaillent à partir d'exercices d'entraînement. L'enseignant pour donner. Ces exercices d'entraînement font référence à des leçons qui ont été préalablement travaillées avec les élèves. Au début de la petite vidéo, on voit comment le travail se met en place. Donc on voit comment les élèves sont accueillis, comment les consignes sont présentées, quels sont les rituels de la classe, comment les élèves reformulent les consignes pour bien les comprendre. Ces élèves-là, ce qu'on voit à l'image, sont des élèves qui, en début d'année, ont été formés aux gestes d'aide à apporter et d'aide à recevoir. Donc je vais couper des extraits, je vais accélérer un petit peu pour qu'on ait un temps d'échange. Pendant que les élèves tellement comment ça va, alors aujourd'hui j'ai... Bon, si on peut le faire, allez. Tu veux le faire? Bilan météo? On va dire? Pas très bien, ni l'un ni l'autre. C'est parti. C'est bien. Merci. La question c'est par quoi allons-nous commencer aujourd'hui? Est-ce qu'elle nous devait progresser en priorité? Être persévérant, c'est-à-dire... J'accélère un petit peu. Certainement pour tout le monde que juste un petit peu de temps d'entraînement pour à nouveau essayer seul d'ici la fin du trimestre. Et enfin, participer à l'ambiance de coopération dans la classe. Donc, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le tableau près à bas avec la partie je peux aider, j'ai besoin d'aide. Ceux qui savent ce qu'ils ont à faire, un soleil. Si vous ne savez pas ce que vous avez à faire, un nuage. Si vous avez besoin d'aide. Et si vous n'avez pas envie de travailler, la pluie. J'ai pas envie de travailler, j'ai besoin d'aide pour travailler, je sais ce que j'ai à faire. 3, 2, 1, c'est parti. Pas de pluie. Ceux qui ont
ont besoin d'aide, vous venez me voir, et les autres, c'est pas. Allez. Donc la consigne que je vais vous proposer, c'est de repérer les moments où il pourrait y avoir de l'aide, plutôt de l'aide, c'est-à-dire l'initiative des élèves, un qui va aider l'autre, mais qui n'a pas forcément appris à aider, ou du tutorat, c'est-à-dire des élèves qui s'aident, mais cette fois-ci, celui qui aide a appris à aider, ou de l'entraide, deux élèves qui se mettent ensemble sans qu'il y en ait un qui en sache plus que l'autre. Donc on voit des élèves qui se proposent comme tuteurs en écrivant leur prénom au tableau. Donc dans cette situation où on voit l'enseignant qui est en train de travailler avec un élève, selon vous, on est dans quel cas? Aide, entraide, tutorat ou travail en groupe? Oui, tutorat, puisque normalement l'enseignant a appris à aider, il pose des questions, il donne pas la réponse, etc. Donc je vais être effectivement dans une forme de tutorat. L'avantage de la coopération, c'est que ça va développer mon don d'ubiquité. Là, j'ai 27 élèves dans cette classe, j'ai eu jusqu'à 30 élèves. Et le gros intérêt, c'est que on va être plusieurs à pouvoir intervenir. Et ils sont pas obligés d'attendre que je sois disponible. Donc, il va y avoir plusieurs enseignants quelque part dans la classe. Ici, on voit 4 élèves autour d'un ordinateur. Selon vous, quelle est la situation? Tutorat, entraide, aide ou travail en groupe? Alors ici, pour savoir, bon, il faut les connaître un petit peu. Et en fait, il y a une élève qui ne sait pas faire. Il y a 3 élèves qui viennent lui proposer son aide parce qu'elles sont copines. Et donc, en fait, il s'agit de l'aide puisque on ne vient pas à 3 pour apprendre à quelqu'un. Là, ça veut dire que les élèves ne savent pas encore comment aider. Le fait d'être 4 autour d'un ordinateur n'est absolument pas efficace. Il n'y en a qu'un qui pédale à 4 sur un vélo. Il n'y a que celui qui est sur le vélo qui apprend. Donc, là, en fait, j'interviens parce que je m'aperçois que le tutorat ne se passe pas comme il devrait se passer et je vais leur proposer de s'organiser différemment. Donc mon rôle, c'est pas forcément de vérifier les connaissances qu'ils sont en train d'apprendre, ça je les évaluerai individuellement la semaine d'après. C'est juste de vérifier que la coopération entre eux se passe bien. Et l'apprentissage, je l'évaluerai la prochaine fois, je ne peux pas tout voir. On voit sur la droite des élèves dans la salle voisine où j'ai 9 ordinateurs qui ont décidé de travailler seuls plutôt que de travailler en groupe. Donc il y a aussi le choix de travailler tout seul. On n'impose pas à des élèves de travailler ensemble s'ils préfèrent travailler seuls. Certains vont aller plus vite tout seuls parce que la tâche ne nécessite pas d'être en groupe. Donc là, j'avais observé qu'un élève était bloqué, puis un autre entre-temps s'est rapproché pour lui servir d'aide. En fait, cet élève n'osait pas demander de l'aide. Donc il restait à... Ça fait un moment qu'il est au début de l'activité, il ne s'était pas lancé. Et il avait besoin d'aide, mais demander aux élèves d'oser demander de l'aide. Au début, sur le tableau, dans la colonne, j'ai besoin d'aide, il n'y a personne qui s'inscrit. Il va falloir créer un climat de confiance pour que l'élève ose dire, ben moi, j'y arrive pas. Et ça, c'est pas évident parce que il y a l'estime de soi qui est en jeu. Donc là, il y a à nouveau une situation de tutorat avec l'enseignant. Donc c'est la variation de ces dispositifs qui fait que la coopération va bien avec la pédagogie différenciée. C'est une réponse à la différenciation pédagogique. Et voilà une situation d'entraide avec 2 élèves qui se sont mis pour faire un compte rendu d'expérience. Et il n'y en a pas un qui est plus expert que l'autre dans le compte rendu d'expérience. En début d'année, l'élève qui aide, là à droite, qui est tuteur, j'évalue qu'il s'est aidé parce qu'en début d'année, il avait tendance à prendre la souris quand il aidait les autres. Il faisait à la place 2. Donc il faisait à la place 2, alors que maintenant il est capable de poser des questions ou de donner des indications, mais il laisse faire son camarade. Donc voilà, je ne vais pas plus loin dans quelques exemples des dispositifs qu'on peut voir. Donc au même moment dans la classe, il y a des moments de tutorat, il y a des moments d'entraide, il y a des moments d'aide. Je laisse les moments d'aide parce que ça débloque les élèves, j'essaye juste de les repérer pour intervenir, pour leur apprendre à aider. Donc je leur apprends à aider de façon
par des moments communs où je le dis à tout le monde, il ne faut pas donner la réponse à la place d'eux. Enfin, je l'explicite et puis après je passe voir comment ça se passe et je régule, je donne des conseils. Maintenant, pour le travail en groupe, on est dans la même séance et pendant 55 minutes, en fait, ils ont eu 25 minutes de tutorat, de travail personnalisé où chacun revenait sur un point. Et là, on va démarrer une nouvelle notion. Donc j'essaie de varier pendant la même heure les dispositifs aussi. Allez, on s'installe, je vais vous redonner une carte. Donc constitution des groupes aléatoires, au lieu d'être une carte à jouer, cette fois-ci, c'est une carte avec les rôles. Le référent de la consigne, le référent des progrès, le référent du temps, le référent de la parole, de la trace écrite, du matériel. Nouveau défi. Si on voulait fabriquer un nouvel objet, puisqu'on a déjà fabriqué une porte-clés, si on voulait fabriquer un nouvel objet, est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser l'imprimante 3D qui est ici ou la mini-fraiseuse qui est là? Donc, pour que tout le monde puisse s'exprimer, on va d'abord travailler en groupe. Un temps de travail individuel, puis après en groupe, et ensuite on le fera en collectif. Donc, comme on fait d'habitude, le travail demandé seul, je vais vous laisser 2-3 minutes pour poser au moins 2 réponses à cette question. En groupe, 8 minutes maximum pour confronter vos points de vue et préparer une petite restitution à l'oral. Alors je vous rappelle que l'objectif du travail de groupe n'est pas de se mettre d'accord. Ce qui va être intéressant dans votre compte rendu à l'oral, c'est de ne pas être d'accord. Qu'est-ce qui faisait que vous n'étiez pas d'accord? Sur quoi vous étiez d'accord? Sur quoi vous n'étiez pas d'accord? Et ça, c'est difficile parce qu'ils ont l'habitude qu'on les mette ensemble pour chercher un compromis. Donc il faut que, alors que moi, mon but, c'est de créer le conflit socio-cognitif qui va déboucher au conflit cognitif. Je finis par douter de ce que je crois pour déclencher le besoin de la leçon après. Et on fera une restitution à l'oral qui devra durer moins d'une minute par groupe. Je viens de vous distribuer une carte à tous. Est-ce que tout le monde a une carte? Il n'en a pas. Non? Il en reste une, c'est tout. Vous avez un numéro, comme d'habitude, table 1, 2, 3, 4, 5, 6, une minute pour changer de groupe. Donc les cartes sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Donc ils ont un rôle plus le numéro du groupe. Aujourd'hui, on arrive à changer, quand les tables sont en rangée de bus, on arrive à le faire en 1 minute 40 sans trop de bruit. Alors, on va être installé, Thomas. Est-ce qu'on est en position d'écoute, s'il te plaît? Si. Pour pouvoir démarrer, 6 fois sur 10 la difficulté, Léa, le souci de compréhension de la possibilité. Donc, est-ce que Thomas le tient? Est-ce que tu saurais nous dire ce qu'il y a à faire là-dessus? Parce que je dis c'est parti. Non? Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Oui? Alors, notre défi, la consigne, c'est de cocher. Bon, j'accélère un petit peu, je leur fais reformuler. Je les fais reformuler à plusieurs élèves parce que tous n'avaient pas compris la même chose. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes idées. Okay? Si vraiment vous êtes bloqué, j'ai des petites questions intermédiaires, des coups de pouce à vous poser. Vous levez la main, je vais. Donc pendant ce travail tout seul, moi j'évalue qui ne rentre pas dans l'activité. Et j'essaye d'aller donner un coup de pouce à celui qui ne rentre pas dans l'activité en les incitant à me le demander. Mais là aussi, c'est pas évident. Donc on voit qu'il y a le code des sons. Rouge, c'est je ne parle pas. Et là, s'il parle, c'est considéré comme du bavardage ou comme de la triche. Donc ça dure pas très longtemps parce qu'on sait que si je devais vous empêcher de parler pendant 7 heures, vous n'y arriverez pas. Donc il y a aussi cette alternance de travail individuel et de travail collectif. Et le petit triangle musical qui nous permet d'expliciter le passage d'un temps à l'autre. On n'a pas le droit de parler quand on est en équipe. On a le droit de chuchoter ou de murmurer. On va essayer d'avoir une ambiance de bibliothèque. Alors là, l'ingénieur du son m'a détesté, je crois. Quand je suis avec un groupe, je tourne complètement le dos au reste de la classe. Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Les premières fois, il y a des jets de gomme, il y en a qui se tirent les cheveux. Ça aussi, c'est un apprentissage.
Et c'est pas obligé, ils sont pas d'accord. Je vais accélérer un petit peu, on voit qu'ils sont pas d'accord. C'est génial pour moi parce que j'y étais pas dans le groupe, je ne sais pas ce qui se dit, c'est très frustrant. Donc ça aussi, pour l'enseignant, c'est difficile de sortir de cette posture de contrôle et je ne peux pas contrôler ce qui se dit dans chaque groupe. Alors par contre, je vais leur redonner la parole rapidement. Les autres, je vais leur proposer de prendre la parole en premier. Je rappelle une règle, c'est qu'on ne répète pas ce qui a déjà été dit. Donc peut-être qu'il y aura des groupes qui diront nous n'avons rien à rajouter. Dans quel cas, ça va aller beaucoup plus vite. D'accord? Donc on est attentif à ce qui se dit pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Allez, on vous écoute équipe 3 et puis on tournera dans ce sens. On a complètement les objets sont créés d'abord à partir d'ordinateurs. Ensuite, sont toutes les électroniques. Allez, équipe suivante, on vous écoute. L'imprimante 3D, elle est faite pour créer des objets en volume. Et la fraiseuse, elle est plus faite pour créer des objets plats. Et pour faire Merci, quelque chose à rajouter dans le groupe? Je ne valide pas leur réponse. Hein. Je dis pas si c'est bon ou pas. Je vais même pouvoir rajouter de la pagaille. Chose que j'osais pas faire assez à cette époque, c'était il y a 1 an. Aujourd'hui, je rajoute encore plus de la pagaille dans ce qu'ils me disent. Pour finir par les faire complètement douter de ce qu'ils sont en train de raconter. Parce qu'en plus, inconsciemment, parce qu'ils ont été formés à ça, souvent, alors qu'ils n'étaient pas d'accord pendant les échanges, lors du compte rendu, ils arrivent toujours à un compromis, tellement qu'ils ont été formatés par l'idée de si on est ensemble, il faut une production commune. Et donc vous choisiriez quel objet alors? Merci. Groupe suivant, vous avez des choses à rajouter? Merci. Groupe suivant? Rien à rajouter? Groupe suivant? Moi, je trouve qu'il est préférable d'utiliser la mini-fraisage parce que la fabrication elle est plus rapide, elle est plus efficace et on a déjà utilisé Charles Robot donc ça va être plus facile. Et l'imprimante 3D, en gros, c'est trop long pour utiliser parce que les élèves doivent fabriquer leur carte portable et après c'est trop long. D'accord. On voit qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, du coup, moi je ne sais toujours pas qui a raison. Finalement, vous m'avez dit ça dépend. Certains on dit plutôt l'imprimante 3D, d'autres on dit plutôt le Charlie Robot. Et alors ça dépend de quoi? Donc là, pendant le temps qui nous reste, je vais faire un petit apport de connaissances à partir de ce que vous pensiez. Et on va voir si on apprend des choses nouvelles. Daniel? Bon, du coup, là, il y a la leçon derrière qui suit, en fait. Et l'apport de connaissances. Donc là, on va se remettre en position d'écoute et je vais réexpliquer mon cours, etc. Voilà un petit peu pour se remettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que le travail de groupe. Ça dure pas très longtemps. C'est là pour mettre la pagaille, qui finissent par douter de ce qu'ils pensent, afin que je puisse intervenir et faire la leçon. Donc, sur le temps qui reste, je vais peut-être aller très vite sur certaines choses pour qu'on se laisse un temps d'échange. Donc, sur André Tricot, dont je parlais tout à l'heure, donc qui est chercheur. Merci Jérôme, c'est bon. Vas-y, si tu peux passer. Donc, dans son livre, il y a marqué « Tout le monde sait bien que les élèves apprennent mieux en groupe ». On l'entend tellement, ça, qu'on finit par croire que c'est une vérité scientifique. Répéter une chose fausse 1000 fois, les gens vont finir par croire qu'elle est vraie. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que, effectivement, ce dont on est sûr, c'est que les apprentissages, on est des êtres sociaux, se font à plusieurs. Même quand je lis son livre tout seul chez moi, on est à plusieurs puisqu'il a partagé ses connaissances. Et par contre, il suffit pas de mettre les élèves en groupe pour que ça fonctionne. Si la tâche ne nécessitait pas d'être à plusieurs, ben autant rester tout seul. Dans les chamallows que je vous ai fait faire ce matin, tout seul, en 15 minutes, c'était impossible. Donc la contrainte temps faisait qu'il fallait se mettre à plusieurs.
Donc on peut varier sur les contraintes. Si je vous dis combien de pots de peinture ai-je besoin pour repeindre cette salle et je vous donne pas d'indication supplémentaire, ça va être une tâche complexe qui va vous demander de vous mettre à plusieurs pour aller chercher l'information sur le pot, calculer les surfaces, etc. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que des fois, de mettre les élèves en groupe, c'est contre-productif. L'élève aurait été plus vite tout seul. Donc il va falloir bien réfléchir à quel moment il vaut mieux travailler de façon collaborative ou coopérative et à quel moment il vaut mieux travailler seul. Donc ils ne sont pas tout le temps en train de travailler à plusieurs. Donc l'idée c'est, ce que m'a appris André Tricot au travers de toutes ces recherches, c'est de finir par douter de ce que je crois et penser un peu contre soi-même. Merci. On va aller un petit peu plus vite là-dessus et je vais vous montrer un exemple du fait que ça dysfonctionne. Ah, on revient un petit peu en arrière, si tu peux appuyer sur play s'il te plaît. Donc ça c'est Sylvain Connac qui nous montre des élèves de CE2 qu'on a mis ensemble. Ah, ça marche pas. Donc des élèves de CE2 qui n'ont pas appris à travailler en équipe. Sans aller très loin, qu'est-ce que vous observez? Ils sont pas tous à la tâche. On va voir des élèves de CE1 qui ont eux appris à travailler en équipe. Et là, qu'est-ce qu'on observe de différent? Il n'y a pas de bruit. Le premier obstacle va être le bruit. Le bruit va empêcher certains élèves de travailler. Donc j'entends souvent dire oui, mais c'est du bruit, du bon bruit parce qu'ils sont actifs. Seulement certains élèves ont besoin de calme. Et dans le bruit, même si c'est du bruit sur le travail qu'on est en train de faire, certains vont être gênés. Moi je suis gêné, je suis sourd d'une oreille, je ne vais pas supporter ce bruit. Donc, va falloir apprendre à travailler dans le calme. Et ça, c'est un apprentissage qui n'est pas évident, surtout dans les élèves qui viennent de familles où on est habitué à parler fort, par exemple. L'autre chose qu'on peut observer, c'est que ils lèvent le doigt pour demander la parole. Ils ont un post-it qui est un bâton de parole. Donc ça a été structuré par l'enseignant. Donc on est dans un travail d'équipe où là, ils ont une tâche commune à faire. Et ça a été structuré, ils ont appris à le faire. Dans l'autre cas, si on ne l'apprend pas, c'est de la pédagogie pour bon élève. Il n'y a que la bonne élève qui allait s'en sortir. Et comme par hasard, c'était une fille. J'ai une autre vidéo avec des sixièmes où c'est flagrant. La fille a fait le travail. Elle montre son travail au garçon qui était en train de parler complètement d'autre chose. Et donc, on creuse encore plus les inégalités que si on ne les avait pas mis ensemble. Peut-être qu'il aurait valu mieux rester dans des pratiques plus traditionnelles, entre guillemets. Donc voilà aussi pourquoi il faut faire attention à ne pas croire qu'on a trouvé la panacée dans le travail collaboratif. Merci. Je disais que c'était un vrai changement parce que pendant des années dans les UFM, on apprenait aux enseignants les vertus du travail de groupe. On les invitait beaucoup à utiliser ce travail, mais voilà. Donc il y a des représentations à casser là. D'où la formation de formateurs que l'on a faite, puisque des formateurs aussi continuaient à travailler là-dessus, sans doute un travail avec les inspecteurs également, et il y a un travail, une communauté à créer au-delà des enseignants avec tous les corps de métier. Donc rapidement, les raisons pour que ça dysfonctionne, le bruit, l'engagement dans la tâche, vous l'avez dit, la confusion entre ce que je fais et ce que je suis en train d'apprendre, on l'a vécu ce matin, la coopération, le contraire de la coopération, c'est pas la compétition, ça serait l'individualisme. Et là, je vous invite à aller regarder la conférence qu'il y a eu sur l'ICEM 34 à 7 ce week-end, où il y avait une cinquantaine de collègues du premier degré, une cinquantaine de collègues de second degré. Il y a eu une conférence notamment de Sylvain Connac sur la différence entre la coopération et l'individualisme. Donc je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui.
La dérive différenciatrice, on fait le groupe des tortues et le groupe des lièvres, mais les élèves savent très bien que s'ils sont dans le groupe des tortues, c'est qu'ils sont nuls. Hein. Donc il y a cette difficulté-là où on les met à part, on les envoie en soutien le soir. Alors ça serait un peu comme un train, on détache le dernier wagon qui a du mal à suivre, on va le renforcer, puis on le remet sur les rails derrière, mais comme on le remet dans le même contexte dans lequel il était en difficulté, on a beau avoir renforcé plein de choses, il va à nouveau se faire décrocher. Bon, Sylvain parle plus de centrifugeuse. Hein. On tourne. Et les élèves qui ont le plus besoin de l'enseignant sont ceux qui se font exclure de la classe, qui se retrouvent le plus loin du prof par plein de dispositifs externes. Donc l'idée, c'est au lieu d'y remédier après, essayons d'utiliser dans la classe des dispositifs qui font qu'il y aura moins d'élèves distancés. Ensuite, la peur d'apprendre, je suis en train de le lire, de Serge Boimard, avec psychologue, qui s'est occupé d'élèves qui ont rencontré des difficultés et pourquoi certaines ne rentrent pas dans les apprentissages et développent des stratégies pour éviter les apprentissages. J'en ai un qui veut tout le temps distribuer des papiers parce que pendant qu'il distribue les feuilles aux autres, il ne travaille pas. Et puis en plus, il peut aller discuter avec les autres. Il y a plein de stratégies comme ça finit par être des stratégies où on a mal au ventre, on ne veut plus aller en classe, on va à l'infirmerie, on finit par être absent, voire décrocheur. On en aurait entre 100 000 et 150 000 par an en France. C'est des élèves qui ont développé des stratégies pour ne plus rentrer dans les apprentissages. Donc ce qu'il y a dans l'établissement de Calais, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, au bout de 4 ans, d'une classe de 6e à la 3e, ils ont suivi par 4 ans, avec les mêmes enseignants qui travaillent de cette façon-là, l'absentéisme a baissé. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que l'absentéisme avait baissé, et les résultats au brevet des collèges lors du contrôle continu ont été très bons par rapport aux établissements du même secteur et du même milieu social. La peur d'enseigner, pareil, c'est que nous, enseignants, face aux difficultés de ces élèves-là, Brian au fond de la classe, on finit par développer des stratégies, on finit par faire comme s'il n'était plus là, ou on l'exclut, ou on va baisser le niveau pour certains élèves. Le SNESCO, le Comité national de l'évaluation du système scolaire français, qui est en train d'être démantelé, a fait de très bon travail de recherche et de conférences, de consensus. Une sur la différenciation montre que les enseignants en REP, par exemple, auraient tendance à différencier, mais en baissant le niveau. Or, l'idée, c'est pas de baisser le niveau, c'est de donner la même chose à tout le monde, mais de pouvoir apporter davantage d'aide à ceux qui en ont le plus besoin, avec pour objectif qu'ils se passent progressivement de l'aide qu'on leur apporte. Voilà un petit peu des éléments, etc. Et donc les leviers pour que ça fonctionne, et j'arrêterai là. Ça, j'en parle pas aujourd'hui parce que ça aussi vite fait. André Tricot, il y a des travaux donc de ses collègues du Nouvelle-Zélande. En 2014, elles ont identifié 4 niveaux d'engagement dans la tâche. Donc le premier niveau, c'est le niveau passif. Alors peut-être qu'on est actif, mais cognitivement. Là, vous m'écoutez depuis tout à l'heure. Vous êtes actif, vous essayez de vous concentrer, c'est pas facile à cette heure-ci, il y a des moments où on décroche, puis on raccroche, etc. Puis il y aurait une autre façon, c'est de prendre des notes pendant que je parle. Eh bien, si vous aviez pris des notes pendant que je parlais, ça aurait été plus efficace que si vous n'aviez pas pris de notes. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau constructif, c'est que ces notes, vous allez en plus sélectionner l'information qui vous paraît la plus pertinente, vous allez le reformuler avec votre façon, peut-être sous forme de pictogramme, de carte mentale, etc. Et donc vous allez retravailler ça, ce qui fait que ça va être là aussi plus efficace que le niveau précédent. Et puis il y a le dernier niveau, qu'elles ont appelé interactif, où là vous auriez pris des notes à plusieurs, ou en tweetant sur internet, ou en allant sur des outils informatiques, vous êtes tous équipés. Ça aurait été beaucoup plus efficace. Seulement, ça demande plus d'engagement. Peut-être que c'est plus efficace, parce que c'est plus engageant, c'est d'un niveau cognitif plus important. Prendre des notes à plusieurs va être plus difficile que de simplement écouter. Et ce que je viens de dire là, je pourrais le dire sur la dictée, ça a été pris un exemple ce matin. On peut faire la dictée seul dans son coin, la donner à l'enseignant, ou alors on peut ensuite confronter en groupe nos points de vue, en rendre une, aller commenter celle des autres, etc. Ça va être beaucoup plus engageant, et c'est l'un des critères qu'ils ont donné ce matin lorsqu'ils ont parlé de la dictée. Voilà, donc l'idée c'est que on soit
actif cognitivement. Voilà, j'irai pas plus loin. Les leviers, on va échanger là-dessus. Vous en avez vu pas mal. Donc rapidement les lister. Cibler les objectifs prioritaires, ça a été dit ce matin. Il y avait un référentiel qui devait être donné. Voilà. Allez, je devais tenir 1h15, mais j'ai pas pu. Ouais, c'est bon, oui, mais il nous reste que un quart d'heure pour échanger et il y aurait tellement plein de choses à dire, mais bon, on est encore nous 2 jours et demi ensemble, ou 1 jour et demi, donc on va se laisser un temps d'échange. Merci. Du coup, le plus dur, c'est la première question. Tu nous as montré cette classe qui était formée à l'entraide. Est-ce que tu vas développer ce point? Comment tu les as formés à l'entraide de façon un petit peu développée? Parce que c'est effectivement, on voit une différence énorme. Et c'est vraiment un point qui est très intéressant pour nous en tant qu'enseignants. Alors, Sylvain est intervenu l'an dernier avec vos enseignants et où ils ont travaillé sur un atelier de comment on forme les élèves au tutorat. Là, donc, je peux pas y répondre en 1 minute. Mais on pourra aborder ces points-là. Dans le contenu des journées à venir, je vais m'adapter aussi à vos besoins, puisqu'il faudra faire des choix, on ne pourra pas tout voir en 4 heures de temps. Mais effectivement, entre le moment où je l'ai dit, je l'ai répété, on a fait des retours par des questions avec Plickers par exemple, et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Où j'ai loupé une évaluation, est-ce que j'avais fait les exercices, est-ce qu'on m'a aidé? On va faire plein de retours comme ça de métacognition. Comment je m'y suis pris pour faire les exercices? Est-ce que j'ai été chercher un exemple? On va essayer d'analyser les stratégies de ceux qui réussissent. Et en voyant que certains réussissent, alors un exemple que je leur donne, mais je vous le ferai vivre. Je leur liste 12 mots. Et puis quand j'ai fini ces 12 mots, ils doivent essayer de marquer sur une feuille tous les mots dont ils se souviennent. Et on va s'apercevoir que des élèves en retiennent 12 quand d'autres n'en retiennent que 5 ou 6. Et on essaye de comprendre pourquoi. Et quand on voit que c'est des raisons de stratégie et non pas d'intelligence, il y en a qui vont retrouver espoir. Il y a des élèves qui se disent « Ah, c'est peut-être pas une fatalité si j'avais de mauvais résultats, c'est peut-être que je m'y étais mal pris. » Donc déjà, on va travailler là-dessus parce qu'il va y avoir aussi l'élève qui va devoir oser demander de l'aide. Et ce travail-là, il est peut-être même plus important que celui qui vient aider. Celui qui vient aider, ça va aller assez vite parce que souvent, les premiers qui aident, c'est les élèves qui ont avancé. Progressivement, je veux qu'il y ait cette réciprocité, que les élèves les plus abîmés par les 10 ans où ils ont été à l'école et les premières années en fait, plus tout le contexte familial. Serge Boimard l'explique bien, les enseignants ne peuvent pas tout. Il va falloir retravailler avec ces élèves-là. Autre question? Moi, j'ai une question par rapport au tutorat, que ce soit les élèves ou les enseignants. Et tu disais tout à l'heure de séparer la tâche de l'objectif. Souvent, je crois qu'il y a je vois une difficulté où les enseignants restent dans l'implicite en fait. Et pour ne pas donner la réponse, mais l'explicite de l'objectif et de séparer la tâche, c'est pas toujours évident. Donc je me demande comment tu construis ça avec les élèves et comment tu formes les enseignants par rapport à ça. Merci. Donc déjà pour former les enseignants, je leur fais vivre les dispositifs où je leur montre pour qu'eux aussi puissent. Alors oui, ce matin Isabelle disait qu'elle voulait pas montrer d'exemple parce qu'ils avaient peur que ce soit modélisant. Donc là, il faut bien insister sur le fait que ce que j'ai montré, c'est ma façon à moi d'interpréter ces notions et c'est les réponses que j'ai données à partir de qui je suis, de l'élève que j'ai été, de l'éducation que j'ai reçue, des raisons qui ont fait que je suis cet enseignant-là, pourquoi je suis devenu enseignant à un moment donné. J'ai un parcours qui fait que j'ai choisi ces techniques me conviennent. Par exemple, la météo des émotions, des collègues m'ont dit je trouve bien ce que tu fais, je comprends pourquoi tu le fais, mais je ne me sens pas de le faire. Donc ça, c'est déjà un premier point, ce n'est pas une méthode à appliquer, il n'y a pas un protocole ni un canevas. Mais je trouve important de montrer des exemples pour que chacun puisse se construire, parce que si on part de rien, c'est compliqué également. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ah oui, sur l'explicite, bien. Eh bien, quand je donne des activités, je fais le choix en fonction de ce que je vise. Ce matin, je vous ai pas donné les objectifs, donc j'ai pas donné les explicites, parce que c'est ça que je voulais observer. Par contre, sur la vidéo, on le voit rapidement, mais je donne des critères de réussite de la tâche. La tâche sera réussie si. Et si à un moment donné, pendant la tâche, je veux voir si le tutorat se passe bien, c'est ça que je vais mettre en premier. Et au début, mes premiers critères de réussite portent sur
le vivre ensemble. Et ensuite, ils vont porter davantage sur les notions disciplinaires, mais je vais hiérarchiser. Et tant qu'il n'y a pas le vivre ensemble et l'autonomie de développer, je vais passer tout mon premier trimestre, voire la moitié de l'année sur ça, parce que c'est une fois que ça s'est mis en place, ça va déclencher le reste et je vais gagner du temps ensuite sur le reste, surtout quand je les ai plusieurs années d'affilée ou que je ne suis pas le seul enseignant à travailler de cette façon. On voit qu'à un moment donné, tu demandes aux élèves est-ce que vous avez envie de travailler et qu'il y a la possibilité de dire non. Alors j'ai deux questions. Est-ce qu'ils répondent vraiment non? Et quand ils répondent non, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'espérais bien que ça allait vous marquer ça. Oui, il y a des élèves qui répondent non, ils répondent la pluie. Je leur laisse la possibilité de s'exprimer devant toute la classe s'ils souhaitent. Des fois, certains disent j'ai été chez l'orthodontiste hier, j'ai très mal aux dents. Alors, auquel cas, je peux l'inviter à aller voir l'infirmière s'il n'a pas encore été la voir, ou j'ai pas dormi cette nuit parce que ma maman est revenue, j'ai un petit frère, il a pleuré toute la nuit. Et puis des élèves qui vont pas oser exprimer devant la classe ce qui se passe. Une fois que je les laisse 10 minutes tranquilles, ils travaillent pas. Et les autres, j'aide d'abord ceux qui savent pas ce qu'ils ont à faire. Une fois que tout le monde est autonome, je vais aller voir ces élèves-là. Alors il y en a pas beaucoup, j'ai le temps d'aller les voir, vous avez vu le dispositif. Et ma première question c'est, est-ce que tu en as déjà parlé à un adulte? Je ne sais pas ce qu'il y a, j'ai aucune idée, c'est peut-être même pas grave. Mais ma première question c'est, est-ce que tu en as déjà parlé à un adulte? Et là, en fonction de la réaction de l'élève, je vais voir ce qui se passe. Par exemple, j'ai eu des réactions cette année, qui est je peux pas travailler parce que ma maman est en train de se faire opérer, elle a une rechute de son cancer. Comment voulez-vous que cet enfant s'intéresse au théorème de Pythagore? Il est empêché d'apprendre, cet enfant. Il est dans une situation où les émotions de sa vie personnelle fait que c'est normal qu'il n'ait pas envie de travailler. Donc, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu penses que de te mettre en activité, ça va te changer les idées? Souvent, ça marche. Ce jour-là, elle m'a dit non. Je lui ai dit, je t'autorise à ne rien faire. Elle est restée toute seule. Enfin, toute seule. Elle est restée dans son coin, et puis elle avait des copines qui venaient la voir de temps en temps, puisqu'il y a des moments où ils sont libres de bouger. Le cours d'après, elle est revenue, elle m'a dit, monsieur, j'ai refait tous les exercices du plan de travail. Le fait que j'ai été bienveillant à un moment donné, je ne vais pas pouvoir tolérer, par contre, qu'elle fasse ça à tous les cours. Je comprends qu'il y ait cette difficulté, mais je vais exiger à un moment donné qu'en franchissant la porte, elle ait au moins appris quelque chose. Je ne vais pas le faire de suite. Donc, il y a cette alternance entre bienveillance et exigence. Et donc, le fait que les élèves me voient comme une ressource et plus comme quelqu'un qui contrôle, j'ai beaucoup de témoignages d'élèves qui sont lourds à porter. Celui qui vient vous dire que son beau-père abuse d'elle, celui qui tente de se suicider. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Et souvent, ils en ont parlé à personne avant. Celle qui vous dit, c'était l'anniversaire de ma petite sœur aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'elle est morte. Il y a des choses qui ressortent qui sont difficiles, et là, je suis pas Superman. Et on travaille en équipe avec l'infirmière, l'assistante sociale, le professeur principal et les parents, faut pas oublier les parents. Et c'est des moments où on va rencontrer, essayer de dénouer ces choses qui font que les élèves ne peuvent pas être dans les apprentissages au vu de ce qu'ils vivent. J'ai 2 collègues qui ont participé à la formation avec Sylvain Connac et qui ont mis en pratique dans la classe un petit peu tout ce qu'ils ont vu. Après quelques mois, la plus grosse difficulté pour eux, c'est la prise en charge des élèves qui ont des difficultés, des dyslexiques, des problèmes d'attention, de mémorisation, etc. Et donc la question c'est ça, c'est comment on fait avec eux. Alors il semblerait que pour faire avec eux, ça serait un petit peu les mêmes réponses que pour faire avec les autres. C'est-à-dire que la variété de ces dispositifs fait qu'au bout d'un moment, ils vont trouver des réponses soit auprès de l'enseignant parce que je vais avoir davantage de temps pour m'occuper d'eux. Mais si je m'occupe systématiquement d'eux, je vais les stigmatiser. Nous, en France, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, on a des AVS, assistants de vie scolaire, qui sont continuellement derrière l'enfant, comme un gyrophare qui dit « toi t'es nul, t'as besoin d'aide ». C'est souvent contre-productif, surtout que bien souvent, en voulant bien faire, elles rentrent, on a tendance à vouloir les suraider. Ce qu'on Dominique Bucheton va appeler le surétayage, on ne supporte pas qu'ils n'arrivent pas à faire leur lacet, et on fait les lacets à leur place.
on baisse le niveau d'exigence. Et donc ça fait des élèves qui finissent, au lieu d'apprendre à faire les lacets, ils finissent par tendre le pied pour qu'on fasse les lacets à leur place. Et donc, suivant l'âge à lequel on les a, déconstruire ça va être extrêmement long. Vos enseignants, il va leur falloir, allez, il faut au moins 5 ans pour changer nos pratiques. Alors comme vous sélectionnez les meilleurs, il leur faudra peut-être que 3 ans. Mais ça va pas fonctionner de suite. Et pareil pour l'élève. Pour que l'élève change ses stratégies, certains élèves dyslexiques s'en sortent très bien. Hein. Ils trouvent des stratégies pour s'en sortir. Et certains finissent par vivre ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Ils finissent par croire que quoi qu'ils fassent, ça ne changera rien. Et donc, une des méthodes, pour moi, c'est travailler sur le apprendre à apprendre, domaine 2 du socle commun. Donc les 2 domaines que je travaille le plus, c'est le vivre ensemble, domaine 3 et domaine 2, en premier. Et après, ça me permet de faire des maths tranquillement. Et donc, des stratégies, je vous en ferai vivre quelques-unes demain et après-demain, des outils pour leur aider à apprendre à apprendre. Une fois que je vois que, avec des outils nouveaux, je peux m'y prendre différemment, je retrouve le goût déjà à la réussite, et je vais progressivement, alors pareil, un élève, est-ce qu'il a le droit de repasser des évaluations? Je vais lui permettre de repasser des évaluations, jusqu'à 3-4 fois. Par contre, s'il n'y arrive toujours pas à la 4e fois, alors qu'il a fait des efforts, qu'on l'a aidé, eh bien, Sylvain Connat qui nous dit, mettez-lui une bonne note. Dites-lui, faites-lui croire, mentez-lui. Mentez-lui exceptionnellement parce que vous allez lui redonner confiance. Donc je le fais de façon éthique parce que ça va remotiver l'élève. Et des élèves qui trouvent j'en suis capable, il y a un déclic, des travaux ont été faits là-dessus, où on donne des notes complètement de façon aléatoire, et il y a un déclic qui peut se passer chez certains élèves. Ensuite, je n'arrive pas à 100% de réussite, soyons clairs. Par contre, là où j'avais 6 élèves en difficulté par classe avant, j'en ai plus que 6 en tout, sur l'ensemble de mes 5 ou 6 classes. Mais le fait de se dire, et c'est l'un des compromis, je cherche un mot, c'est pas grave, des postulats qui a été donné ce matin, croire en l'éducabilité de tous les enfants va faire que je vais continuer à persévérer, à chercher d'autres pistes. Et c'est pour ça que, en 16 ou 17 ans, je trouve que le niveau de mes élèves ne baisse pas parce que mon niveau a augmenté. Et donc, je ne vais pas trouver les solutions de suite, mais je vais continuer à chercher. Donc, ce que je peux dire à tes enseignants, le conseil, c'est continuer à chercher, analyser ce qui se passe dans la classe, filmez-vous, allez vous voir, centrez-vous là-dessus et essayez de l'analyser à partir des apports, comme ceux de Dominique Bucheton que je vous donnerai demain ou d'autres, outils de apprendre à apprendre, etc. Il y a d'autres pistes pour débloquer, mais ça va être long pour l'enseignant et ça va être long pour l'élève. Donc on n'obtiendra pas des résultats de suite. Bon, l'école obligatoire, c'est de 3 ans à 16 ans. Hein. On a 13 ans au moins pour y arriver, on va continuer à apprendre tout au long de sa vie. Donc, essayons de sortir de l'école pas trop abîmés pour continuer à apprendre. Je vous remercie. Pour finir, je dis toujours en formation à mes collègues, avant de pouvoir prendre soin des autres, prenez d'abord soin de vous. Ça me vient de Sir Ken Robinson, c'est pas de moi. Mais pour pouvoir s'occuper des autres, il faut déjà être bien avec soi-même, être disponible, parce que c'est un métier complexe, on l'a vu. Voilà, donc prenez soin de vous et à très bientôt.